Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Si tu souhaites créer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneurs, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'amiral Lajousse qui a passé plus de 38 années dans l'armée, de matelot à 19 ans jusqu'à devenir amiral. Il a notamment participé à plusieurs opérations en Libye, au Liban, en Irak ou encore en Afghanistan. DRH de la marine et DRH de l'année en 2012, l'amiral Lajousse est aujourd'hui écrivain et conférencier. Donc avant toute chose, amiral, un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Est-ce que dans un premier temps, alors on va faire classique, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous dire aujourd'hui ce que vous faites ? Oui, bien sûr, donc Olivier Lajousse, avec un seul S qu'on prononce, c'est un nom qui vient de l'Ariège. Donc comme ça, toute ma famille est originaire de l'Ariège, mais elle l'a quitté à la fin du 19e siècle quand le train est arrivé et il y a des Lajousses entre, en gros, Toulouse et Bordeaux. Voilà. Et donc je suis le cinquième d'une fratrie de 7 enfants. Je suis né le 7 février 1955 à Toulon. Donc déjà la mer m'entourait. Et puis voilà, j'ai grandi dans une famille classique du milieu du XXe siècle, dans les années 60. Et c'est sûr que la France de mon enfance, c'est plus la France d'aujourd'hui. Et donc, c'est avec beaucoup d'amusement que je vois la vitesse à laquelle les choses peuvent avancer. Et quand je vois un combi ou un 33 tours, ça me fait plaisir parce que ça rappelle l'enfance. Voilà. Hormis le clin d'œil, j'ai eu la chance voilà, d'avoir une enfance plutôt heureuse. J'ai pu faire mon chemin. Dans la France des années 70, quand je passe mon bac, on est un peu plus de 40% de jeunes Français à aller au bac. Très peu de filles, quelques garçons. Il y a 30% d'ouvriers, 40% de paysans, très peu de col blanc. La grande distribution fait ses débuts. Et donc, la classe ouvrière est très présente. C'est l'usine Renault, etc., etc. Donc, c'est vraiment ça qui me berce. Hein, voilà. Et puis, moi, dans ce monde-là, il fallait trouver ma place dans une famille de 7 enfants. Il fallait trouver ma place chez les copains. Alors c'était plutôt des écoles de garçons uniquement, avec beaucoup d'enseignements catholiques. Donc voilà, l'enfant assez libre que j'étais, qui tout petit rêvait déjà d'aller voir de l'autre côté de l'horizon, puisque dès l'âge de 5 ans, je naviguais ici sur le bassin d'Arcachon, où j'habite aujourd'hui. Et donc avec mon petit voilier, un petit monotype, c'est un petit bateau de 4-5 mètres, une petite voile, j'allais le plus loin possible en me disant qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté. Voilà, et donc quand j'ai mon bac à 18 ans, je veux faire Sciences Po à Bordeaux parce que j'ai une âme sœur, elle s'appelle Sylvie. Je ne serais pas l'homme que je suis si Sylvie n'existait pas. Elle avait 6 ans, j'en avais 7, on est tombé amoureux parce que j'ai posé ma petite barque sur la plage devant chez elle, à Arcachon. Et voilà, on fêtera nos 46 ans de mariage cet été. Et on s'entend toujours aussi bien. Alors, comme je dis en rigolant, j'ai passé la moitié du temps en mer, donc peut-être que ça explique que ça dure aussi longtemps. Mais au-delà de la blague, je souhaite à tout le monde d'avoir la chance d'avoir une âme sœur avec qui on peut partager plein de choses. On grandit côte à côte. J'aime bien cette image du cèdre et du cyprès sur le mont Liban. C'est Khalil Gibran qui dit ça. Il dit chacun tire sa cime vers le soleil. Ils grandissent tous les deux côte à côte. Leurs branches se fécondent, jamais ne s'étouffent. Voilà, ben ça c'est ma relation avec Sylvie. Nous sommes parents de 3 filles qui ont aujourd'hui 41, 39 et 35 ans, dont 2 sont mamans, et donc on a 6 petits-enfants. Voilà, et ça c'est un socle important dans ma vie. Donc après mon bac, eh ben, je ne peux pas faire Sciences Po pour plein de raisons. Les parents ne peuvent pas me financer ça, c'est compliqué. Et donc je devance l'appel pour rentrer tout de suite faire mon service. En fait, j'ai juste 18 ans, donc j'ai l'âge de faire mon service. Et je choisis la marine puisque j'aime la voile. Et je vais commencer comme ça dans la marine, comme matelot du service national. Mon premier embarquement, ça ne s'invente pas, c'est sur un petit bateau qui s'appelle le Mutin. Donc je commence à bord du Mutin. Et tous nos auditeurs pourront googliser le Mutin, ils verront, c'est un très joli voilier qui navigue encore aujourd'hui. C'est un petit côtre avec l'étoile, la belle poule. Et donc ça va être une année assez extraordinaire.
Et ma chance d'être embarqué sur ce bateau comme Bosco, c'est-à-dire manœuvrier, c'est que ce bateau-là, tous les lundis matins, il va chercher les élèves de l'école navale et les amène naviguer au large de Brest. Et un jour, le patron de l'école navale viendra et me dira, petit, tu es bachelier, tu es bon marin, moi j'arrive plus à recruter. On est en 1974, début 74, et donc mai 68, c'était peu de temps avant, il y a beaucoup d'antimilitarisme. L'école navale, il faudrait idéalement qu'elle rentre une centaine d'officiers, elle en rentre 70. Et donc, il me dit, on va créer une filière qui s'appelait du nom barbare à l'époque de officier de réserve en situation d'activité. On appelle ça officier sous contrat aujourd'hui. Il me dit, signe, et je suis sûr que tu vas voir, tu rêvais d'être ambassadeur, je te propose beaucoup mieux, tu vas aller partout dans le monde en tant que marin. Et je suis infiniment reconnaissant à cet homme qui m'a donné le coup de pouce. Donc j'ai signé, j'ai fait un cours d'officier qui a duré 6 mois, et puis la mélodie du bonheur va commencer. Je vais rester contractuel pendant 16 ans, près de 16 ans, 4 fois 4 ans. Et puis je vais réussir le concours de l'école de guerre. Je vais être titulaire, enfin, ce qu'on appelle activé dans le corps des officiers de marine, rattaché à la promotion 74 de l'école navale. Et puis je vais finir amiral 4 étoiles, numéro 3 de la marine française, comme DRH. Entre-temps, j'aurais passé 17 ans à la mer. Euh, Quand j'ai 20 ans, en 1975, il y a déjà des migrants et je me retrouve dans une mission de récupération de boat people. Ces gens qui fuient, les Cambodgiens, les Laotiens qui fuient la folie des Khmers rouges. Et puis après, ça sera le Liban, le Tchad et la Libye, à nouveau le Liban, l'Iran, l'Irak. Beaucoup d'engagements parce que le monde est en guerre depuis tout le temps en fait. Mais ces guerres-là, elles étaient loin, on appelait ça des OPEX, pour ne pas parler de guerre. Mais malheureusement, il y avait des bombes, il fallait évacuer des gens de Beyrouth, d'Aden, il y avait tout ça. Voilà. Ce que m'a appris cette expérience à la mer, c'est la vie en équipage, dont on pourra parler tout à l'heure. Et puis, une fois breveté d'état-major, donc breveté de l'école de guerre, je vais avoir plusieurs postes différents et passionnants. Je vais faire de la communication, donc je vais être numéro 2 puis numéro 1, donc DIRCOM de la marine. J'aurai à gérer le délicat dossier de l'hélice du Charles de Gaulle qui casse, du Kursk, sous-marin russe qui coule, et qui réveille les souvenirs de sous-marins qui ont coulé dans notre marine. Euh, mais également la marée noire de 1999, la grande tempête, voilà. Donc de la COP de crise, j'ai beaucoup appris. Je vais également être dans un bureau qu'on appelle l'étude des plans généraux, donc imaginer la marine de demain, et je suis l'un des fondateurs ou l'un de ceux qui a écrit l'objectif d'état-major des nouvelles frégates qu'on appelle frégates multimissions et qui était très révolutionnaire à l'époque puisqu'on les imaginait avec 2 équipages et des équipages réduits à 120 personnes là où des bateaux de cette même taille étaient plutôt à 300 personnes. Et ça marche très bien et ce sont de magnifiques bateaux. Et donc je suis très fier de voir le résultat, même si j'eus aimé qu'il y en ait beaucoup plus que 8. À l'époque, on en rêvait 17. Voilà. Et puis, je vais également faire une première expérience dans le monde des RH comme patron du bureau conditions du personnel. C'était très nouveau. On commençait à se dire qu'il fallait accompagner les marins et leurs familles. Et donc, on était déjà dans l'équilibre vie pro, vie perso, des tas de sujets qu'on trouve dans l'entreprise, dont on pourra parler aussi. Je vais me retrouver conseiller du ministre de l'Outre-mer, Monsieur Christian Estrosi d'abord, puis Yves Gégaud. Il va y avoir la crise aux Antilles en 2008, donc ça continue à être agité. Voilà, et puis je vais être DRH ensuite, et j'ai oublié de dire que j'ai également pendant un an dirigé le centre d'enseignement supérieur de la marine, qui est un un très beau centre où on réunit des gens de très haut niveau pour préparer les cerveaux des futurs décideurs militaires. Et nous, plus particulièrement des décideurs maritimes avec tous les enjeux diplomatiques de la mer qui sont majeurs. Et on voit bien aujourd'hui qu'une grande nation comme la Chine est très gourmande sur les espaces maritimes. Mmh. Voilà, donc une carrière très complète. Il y a Sylvie, il y a Olivier qui a ce parcours extraordinaire. À 58 ans, je suis atteint par la date de péremption du yaourt, comme dit en riant, qu'on appelle limite d'âge. Et donc je quitte la marine. C'est fin 2012, parce que j'ai des mois à prendre de congés de campagne, etc., ayant fait beaucoup d'opérations extérieures. Et là, je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire?
J'ai eu la chance d'être nommé DRH de l'année en 2012. C'était jamais arrivé à un militaire. Donc des gens m'appellent en me disant c'est intéressant, on n'imaginait pas que les armées faisaient DRH, etc. Et donc en 2013, 1er janvier 2013, jeune retraité, je crée Olivier Lajousse Conseil, une auto-entreprise qui au bout d'un an deviendra un cabinet de conseil. Et aujourd'hui, j'accompagne de nombreux clients. J'interviens plus de 80 fois par an auprès de différents publics. Et j'ai la grande chance d'accompagner depuis bientôt 9 ans une grande famille du Nord, dont on connaît les entreprises qui s'appellent Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Kiabi, Boulanger et tant d'autres. C'est la famille Mullier que j'accompagne depuis 9 ans. Et ce que j'aime beaucoup dans cet accompagnement-là, c'est tous les parallèles qu'on peut faire entre l'entreprise et l'armée. Et dans notre agence, Jacques, vous me disiez, avant moi de passer quelque temps auprès des militaires, je croyais que c'était un monde très différent du nôtre. Et finalement, j'ai vu que c'était un monde où il y avait plein de parallèles à faire, avec des belles valeurs, et qu'on peut en permanence faire des rapprochements entre les deux mondes. Hmm. Voilà, donc merci la vie. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. J'ai écrit quelques livres, je fais beaucoup de conférences, je suis encore très dynamique et je suis dans l'envie de partager. Je suis retraité depuis peu de temps en fait, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais retraité, mais nous les amiraux ou les généraux, on est en deuxième section. C'est pas le film, mais où est donc passée la deuxième section? C'est parce que comme on a eu des hautes responsabilités, on a des carnets d'adresses, on connaît des gens et donc ça peut aider le gouvernement qui peut nous appeler à tout moment pour telle ou telle mission. Voilà, et donc le 8 février 2022, le lendemain de mes 67 ans, je suis définitivement devenu un retraité de la marine, même si le titre d'amiral reste un titre magnifique qui nous accompagne et qui permet voilà, de partager ce qu'on a reçu. Ah, merci Voilà. pour toutes ces informations. Pour le coup, c'est vraiment passionnant et on voit beaucoup justement l'importance aussi de ces piliers, à la fois votre femme, vos enfants, aujourd'hui vos petits-enfants aussi. Et une des premières questions qui me vient, c'est justement comment est-ce qu'on fait ce parallèle entre des opérations généralement pendant très longtemps hors de chez soi et le fait de concilier une vie de famille. Alors, on peut aussi retrouver un petit peu cette ambiguïté, on va dire, dans le domaine de l'entrepreneuriat, de pouvoir concilier vie professionnelle, vie personnelle, aussi en entreprise de façon un peu plus classique. Comment est-ce que vous faisiez justement pour gérer cette double vie ou justement le fait d'en avoir qu'une mais de pouvoir les mener à bien? Alors, l'héroïne, c'est Sylvie, parce qu'elle s'est retrouvée plusieurs fois. Ma plus longue absence, ça a été 11 mois continus, quand on s'est déployé pour la guerre au Liban dans les années 82-84, où c'était très très chaud. J'étais à bord du porte-avions Clémenceau et on est parti. Et au total, ça a duré 11 mois avec juste un petit retour de seulement 10 jours entre les deux périodes. Et ce n'était pas forcément la bonne idée. Parce que quand on revient en sachant qu'on repart à nouveau pour plus de 5 mois, c'est pas facile. Voilà, donc elle est là. C'est elle qui a parfaitement bien vécu ça. À la fois en étant très autonome, les filles étaient petites, donc il y avait l'éducation des enfants, et elle acceptait ça très bien. À l'époque, on n'avait pas de Skype, pas d'Internet. On s'écrivait, donc les lettres arrivaient souvent avec 30 ou 40 jours de retard. Donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Malgré tout, il y avait pas mal d'inquiétudes. Et donc, quand de temps en temps on faisait escale à Larnaca, à Chypre, on trouvait un téléphone et on pouvait se parler au téléphone. Voilà. Donc Sylvie a magnifiquement bien géré tout ça. Et puis, les années passant, les filles ont grandi. Et là, elle m'a dit, ben, je m'installe à Paris, je travaille, les filles font des bonnes études. Toi, quand tu es là, tu es là, quand tu n'es pas là, tu n'es pas là. Mais s'il te plaît, quand tu es là, tu es vraiment là. Et c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire que j'arrivais, une fois rentré de 5, 6, 7 mois de déploiement, souvent dans le golfe arabo-persique ou dans le nord de l'océan Indien, ou en Méditerranée orientale, les endroits où ça continue à aller pas bien malheureusement, eh bien, j'avais une discipline absolue qui était, une fois que je suis à la maison, je suis avec Sylvie et les enfants. Je ne parle pas du boulot, je ne parle pas de machin, je ne fais pas venir les copains à la maison. Pendant ce mois-là, je suis tout à elle. 3 filles, une femme, tout à elle. Voilà. Mm. Et ça nous a permis du coup d'avoir des très beaux moments ensemble, de vraiment partager. Et ça, voilà. Donc c'était, je pense que ça c'est la clé. On ne peut pas être à deux endroits à la fois. Et ma recommandation, parce que je vois trop de chefs d'entreprise que j'accompagne ou de cadres, de managers
qui n'arrivent pas à passer d'un monde à l'autre. Et c'est d'autant moins facile aujourd'hui qu'avec le téléphone portable, machin, on est en permanence sollicité par l'entreprise et par ses préoccupations. Et ben, il faut savoir ralentir le rythme et se préserver des moments privilégiés. Ils n'ont pas besoin d'être si nombreux que ça, mais il faut savoir vivre ces moments privilégiés et être tout entier à sa famille. Et moi, j'ai toujours réussi à faire ça. On avait vraiment des jolies vacances, etc. Je me souviens, je suis rentré d'un moment chaud de la guerre Iran-Irak. L'opération s'était appelée Prométhée en France. On rentre après près de 6 mois d'absence à Toulon. On met le bateau à quai début août et Sylvie, avec qui j'avais pu échanger, nous avait réservé un gîte rural en Auvergne. On prend la bagnole, on fait Toulon près de la Chaise-Dieu. L'idée, c'était de pouvoir regarder le festival de musique de la Chaise-Dieu, qui est très renommé, profiter des paysages de l'Auvergne, enfin de la Haute-Loire. Mais dans le même temps, j'entendais le matin à la radio, parce que les filles et Sylvie dormaient, que ça allait mal à Beyrouth. Mais ce n'était pas notre tour normalement. Sauf que on était arrivé le 3 août au petit village entre la Chaise-Dieu et le Puy-en-Velay. Et ben le 15 août, j'ai vu arriver les gendarmes à la maison qui m'ont dit: commandant, vous êtes attendu à Toulon, votre bateau doit partir parce que l'autre est indispo. Et donc j'ai ramené tout le monde à la maison. Ça a été un peu la soupe à la grimace. Et je suis rentré 6 mois plus tard, après Noël. Et là, Sylvie m'a dit: là, c'est un peu dur. Donc, il faut qu'on ait notre maison. Et c'est comme ça qu'on a acheté la maison où je suis ce soir, sur le bassin d'Arcachon, parce que c'est là qu'on s'est connus. Ça a été notre maison secondaire. Mais elle savait qu'elle avait 4 murs pour les vacances, à coup sûr, et que quoi qu'il arrive, il y aurait 4 murs. Et ça a été pour moi un effort, parce que je n'ai pas une nature propriétaire. J'aime bien être libre. Je dis, quand on est propriétaire, on a toujours peur de perdre quelque chose, et quand on a peur de perdre, on est moins libre. Bon, c'est un peu excessif sans doute comme vision, mais moi, c'était vraiment quelque chose qui était dans mon mental. Mais par amour pour Sylvie, et après cet événement un peu particulier de 1989, et ben voilà. Donc on a acheté la maison en 90 et aujourd'hui je suis très heureux. Super. Voilà le clin d'œil et le lien entre un métier extrêmement exigeant et une famille qui est la seule clé qui. Parce qu'au bout du bout, il reste quoi? Il reste ça. Ouais, complètement, ouais. Ah, très intéressant. Et puis pour le coup, c'est vrai que ça fait aussi pas mal de parallèles. Alors vous parliez d'exigence et en même temps de tout ce que les armées ont aussi à offrir. Justement sur la mer, sur les expériences et ainsi de suite. C'est aussi un parallèle qu'on retrouve aussi beaucoup, notamment dans le monde du retail et de la grande distribution dont vous parliez, avec le fait de passer dans un premier temps par le terrain et puis progressivement de pouvoir monter comme ça au fur et à mesure. Ça se voit encore beaucoup justement dans ces domaines-là, avec maintenant des DG, PDG qui sont passés par le terrain. Est-ce que vous pensez que c'est aussi toujours possible dans les armées de passer de matelot à amiral ? Alors ça s'est compliqué un peu pendant quelques années, parce que pour s'aligner sur les autres corps de l'État, etc., il fallait, pour atteindre certains niveaux, être bac plus, jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'on perdait des talents à cause de ça. Et donc, quand il a fallu professionnaliser les armées, après la chute du mur de Berlin, le retour au monde vulnérable d'un certain complexe ambigu, puisque le fameux monde VUCA dont on parle beaucoup aujourd'hui, il est né au moment de la chute du mur de Berlin, quand on s'est dit, ça n'est plus un monde binaire Est-Ouest, c'est à nouveau un monde avec plein d'entrants et de sortants, donc le monde est redevenu un peu désordonné, et c'est tant mieux. Mais du coup, ça oblige à réinventer le modèle. Et donc, nous, on a dû réinventer le modèle des armées, professionnaliser, féminiser, changer les équipements pour être plus agile, tout le vocabulaire qu'on retrouve dans l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on aille chercher des talents différents. On n'a pas besoin que de super scientifiques ou de super diplômés. Il nous faut aussi des gens avec voilà, des personnalités, des regards différents. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà. Ma grande fierté, c'est d'avoir convaincu le chef d'état-major de la marine de l'époque, Pierre-François Forissier, de réouvrir l'école des mousses. Et très gentiment, sur LinkedIn, il y a 3-4 jours de ça, il a mis un petit post en disant qu'il était très fier d'avoir pris cette décision sur le conseil d'une amie et de moi. Et aujourd'hui, ma grande fierté, c'est de voir ces gamins, ils sont plus de 250,
qui rentrent dans la marine à 16-17 ans, un peu paumés par certains aspects, pas forcément à l'aise à l'école, mais plein de talent. Et il y a des très beaux parcours. De la promotion 2010, donc il y a 12 ans, eh bien, il y en a 3 d'entre elles et d'entre eux qui sont en train de devenir officiers. Il y en a même une qui rêvait d'être médecin, eh ben, elle est en train de devenir médecin. Et ça, voilà, quand on laisse des portes ouvertes, eh ben, tout devient possible. Après, je dis toujours, c'est un de mes clins d'œil, je suis connu un peu pour ça. Moi, je ne connais pas l'ascenseur social et je me méfie de l'ascenseur. C'est une boîte qui peut tomber en panne à tout moment. Et quand on est en panne dans 2 étages, on n'est pas bien. Donc, je parle d'escalier social parce que l'escalier, on le monte soi-même. On monte les marches. Et j'aime bien cette image en disant la marine, désormais, propose à nouveau l'escalier social. Des gamins qui rentrent soit par l'école des matelots, soit par l'école des mousses, soit à l'école de Mestrance, où il faut déjà un bac presque +2, et ben, peuvent devenir officiers et faire des très belles carrières. Donc voilà, et donc dans l'entreprise, eh ben, je pense qu'il faut, on voit bien que les parcours les plus réussis, globalement, et pour la personne et pour l'entreprise, ben, ce sont souvent ces gens qui ont fait du carrelage, comme on dit dans la grande distribution. Moi, j'ai eu la chance de bien connaître Yves Claude, qui a été manutentionnaire, vendeur, chef de rayon, qui a été directeur général de Decathlon pendant plusieurs années, puis aujourd'hui est le président d'Auchan dans la tourmente. Quel parcours extraordinaire. Et tout ça, bah, cette vision qu'ont ces entreprises-là. L'entreprise, c'est d'abord avant tout une entreprise, une aventure humaine qui doit permettre à ceux qui en ont la volonté, l'énergie et le talent de grandir le plus loin possible. Les armées proposent ça encore, même si ça a été affaibli, mais on retrouve à nouveau de très beaux parcours, entre guillemets, atypiques, en tout cas pas forcément passés par la grande école, mais je ne veux pas qu'on m'entende dire ce que je ne dis pas. Les grandes écoles, c'est très bien, mais tout le monde ne peut pas y aller, et pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité intellectuelle, mais pour des raisons familiales, des raisons, voilà, un peu comme moi, j'ai pas pu aller à Sciences Po parce qu'il y avait un contexte. Et donc, quelle chance d'avoir des organismes comme la Marine qui permettent finalement de se réaliser. Nous, dans la Marine, on a une chose qui est magique, on appelle ça l'esprit d'équipage. Et on sait qu'un équipage, c'est composé de tas de talents différents, mais que tous les talents comptent. Souvent, quand on te dit est-ce que tu aurais une image pour qualifier ça, je dis ben oui, j'arrive au mouillage parce que dehors la mer est déchaînée, il faut se mettre à l'abri. Je vais mouiller l'ancre du bateau. Elle va tomber au fond de la mer, s'accrocher sur le sable, la vase, le caillou, enfin, ce qu'il y a comme fond marin. Et on traîne l'ancre bien accrochée au fond, et le bateau, il y a une chaîne avec des maillons. Toute organisation n'a la force que de son maillon le plus faible. Un maillon casse et plus rien ne fonctionne. Et on oublie trop souvent ça. Alors le maillon le plus faible, ça peut être un manager qui burn out, un leader qui se laisse submerger, ça peut être un opérateur qui fait une sottise, pour rester poli, etc., etc. Et du coup, dans la marine, on a développé un concept autour de l'esprit d'équipage qui est l'autonomie responsable. Je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qu'on dit autour de l'entreprise libérée, etc., etc. Je pense que ce n'est pas le bon vocabulaire. Le bon vocabulaire, c'est on ne peut pas demander à quelqu'un d'être libre si on ne lui donne pas les moyens de sa liberté. Or, pour être libre, il faut un environnement, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas être libre comme ça. Et pour être libre, dans un monde professionnel, c'est plus que libre, il faut pouvoir être autonome et responsable. Et pour être autonome et responsable, qu'est-ce qu'il faut comme clé magique? Une formation continue, se former en permanence. Comment demander à quelqu'un d'être responsable de quelque chose sans lui permettre de se former à ce quelque chose? Je vais même parfois plus loin dans certaines interventions, je dis la discipline rend libre. Alors là, les gens disent oh là là, ça c'est Amélie, hein. Parce que personne n'aime le mot discipline, en oubliant une chose, c'est qu'on parle dans discipline, il y a disciple du maître qui m'apprend à me servir d'un instrument, que ce soit un violon, un piano, un tour, une fraise, une machine à tourner le bois. On a tous besoin d'apprendre et de s'approprier la discipline d'un métier. Si on veut être danseur étoile, premier danseur de l'opéra à Paris, c'est un rêve extraordinaire. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Par s'approprier la discipline de la danse.
Et c'est comme ça qu'on gagne en liberté, puisqu'on réalise son rêve. Et voilà comment je fais le lien entre un mot horrible, que tout le monde déteste, discipline, et le fait qu'on ne peut pas grandir si on ne s'approprie pas la discipline du métier dans lequel on veut réussir. On ne peut pas réussir, il y a quelques talents extraordinaires qui peuvent faire l'économie du solfège, etc., parce qu'ils ont une oreille qui leur permet de tout entendre, et voilà. Mais c'est très rare. La majorité des gens, pour pouvoir grandir, progresser, se réaliser, ont besoin d'être accompagnés. Et donc, on leur doit une formation et des équipements. Je terminerai en disant que la crise de la Covid, qui nous a beaucoup marqué pendant ces 2 ans, et on n'en est malheureusement pas encore sorti, il faut rester vigilant. Qu'est-ce qu'elle nous a appris? Elle nous a appris qu'il n'y a pas de petit ou de grand métier. Et on a découvert l'importance d'un livreur, d'une caissière, d'un manutentionnaire, d'une aide-soignante. Voilà, tous ces métiers qu'on regardait voilà, avec parfois un peu d'irrespect. Eh bien, nous, les marins, on a une toute autre culture. On sait que le matelot du service général, c'est vraiment le matelot à la base, quoi. Eh ben, ce gamin-là, cette gamine-là, on compte sur lui et on le lui dit. Et on lui dit, tu as telle responsabilité, fais bien ce que tu as à faire. Et si tu as le moins de soucis, dis-le nous. Et je racontais souvent aux marins mon expérience sur le mutin. On a failli faire naufrage parce qu'un incendie s'est déclaré. L'incendie est parti. Pourquoi? Parce que l'électricien avait mal fait son travail. Il était voilà, un peu léger, on va dire. Et il ne contrôlait pas bien ses installations. Et il n'avait pas bien serré des fils dans leur. Donc les vis avaient un peu bougé. Et donc, arc électrique. Et comme en plus, le gamin qui, lui, faisait la propreté d'ensemble n'avait pas fait la propreté depuis bien longtemps, le gros amas de poussière qui était dans le machin a servi de combustible, en quelque sorte, et l'incendie est parti très vite. Et donc, chaque fois que j'arrivais sur un bateau, j'allais rencontrer les jeunes marins du service général et je leur disais, on compte sur vous. Alors, ils me disaient, bah, tiens, c'est rare que un haut gradé comme ça nous dit ça, parce que nous, on s'occupe de la buanderie, des petits travaux. Et je leur racontais cette histoire en disant, voyez qu'on dépend tous les uns des autres. Et donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Dernier clin d'œil, quand on accueille un marin dans la marine, on ne lui fait pas faire le tour des différentes BU ou services en disant, voilà ce qu'on fait dans d'autres trucs. Il est accueilli et on lui dit, voilà ce que tu es pour nous. Finalement, qu'est-ce qu'un être humain supporte mal? De se sentir inutile, non respecté ou voire regardé d'un peu haut, de ne pas savoir à quoi il sert. Dès lors qu'on lui donne pleine conscience de l'importance de son rôle, aussi simple qu'il puisse apparaître, et comment ce rôle est relié à tous les autres, et du coup engage la performance collective, la sécurité collective, les deux à la fois, et ben c'est fini, la personne elle est motivée. Quand on parle d'engagement, de motivation, de mobilisation, c'est très simple. On s'interdit de laisser croire à quelqu'un que ce qu'il fait n'est pas important. On ne le supporterait pas pour nous-mêmes. Comment l'imposer à d'autres? Enfin, pour le coup, j'aime beaucoup cette image et aussi le fait de ne pas opposer finalement liberté et cadre. Et je pense que même quand on est dans un monde un peu plus entrepreneurial, quand on crée son entreprise, si jamais on n'a pas de règles, si jamais on n'a pas de cadre, bah, finalement on va nulle part. Et c'est à la fois la même chose dans une organisation publique, dans une entreprise ou dans une start-up. Donc ça fait vraiment sens. Et ça m'amène justement à une autre question qui est plutôt sur tout ce qui est situation un petit peu compliquée qu'on peut connaître en entreprise. Derrière tout ça, il y a tout ce qui est gestion des émotions et notamment en tant que marin, notamment dans des situations de conflit, on y est fortement exposé. Comment est-ce que vous faites à votre échelle et quels conseils est-ce que vous donneriez aux entreprises et aux personnes qui travaillent au sein d'entreprises pour pouvoir accepter davantage ces situations un petit peu particulières? C'est une question essentielle. Alors, quelques clés. La première, c'est de ne jamais se mettre en situation d'être irremplaçable. Il faut toujours se dire, pour pouvoir être serein, il faut que je sois sûr que d'autres pourront prendre le flambeau si c'est nécessaire, si je tombe malade, si je me prends une balle entre les deux yeux dans l'échange de feu avec l'adversaire, etc., etc. Et donc, le simple fait de se dire d'autres vont pouvoir prendre si moi je suis plus d'attaque, on fait baisser, on sort du syndrome d'Atlas ou de ce petit mot populaire qui est les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient irremplaçables.
parce qu'on se met beaucoup de pression, du coup, quand on se croit irremplaçable. Donc, il faut se savoir remplaçable et se rendre remplaçable. Ça, c'est une première clé. La deuxième clé, c'est travailler beaucoup sur soi, apprendre à très bien se connaître. Donc, ne pas avoir peur de demander à des gens de nous dire, dis-moi comment tu me regardes. N'aie pas peur de me dire, là, tu as déconné, là, tu es en train de monter en vapeur, parce qu'on a tous nos caractères. Et donc là, il ne faut pas rester seul. Et pour ne pas rester seul, il faut pouvoir compter sur des gens qui, parce qu'ils vous connaissent bien, parce que vous vous respectez mutuellement, n'auront pas peur de dire, hé, là, patron, tu es en train de partir en vrille, là où tu nous mets en danger. Donc, il faut créer cette liberté-là, ce dialogue-là. Du coup, il faut travailler sur soi pour apprendre à se connaître. Alors, il y a toutes les astuces, on peut se faire coacher, on peut faire ça, voilà. Euh, Au-delà de ça, c'est vraiment un regard personnel sur la vie. Après avoir fait plein de petites erreurs de comportement, surtout voilà, quand j'étais jeune, que j'avais encore du sang vif qui m'arrivait dans l'énergie de partir un peu vite, de ne pas me rendre compte que les gens n'avaient pas forcément envie de suivre dans ce sens-là ou trouvaient que ça allait trop vite, etc. Petit à petit, j'ai décodé ça jusqu'au jour où je suis tombé, je devais avoir une trentaine d'années. J'avais eu à déterrer les 58 morts de l'immeuble Drakkar, donc j'avais déjà dans ma tête des choses sur l'humanité, et ses ombres et ses lumières. Le jeune homme de 32 ans était plus tout à fait un jeune homme. Et j'étais plein d'interrogations sur qu'est-ce que je fous dans l'armée, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, est-ce que à quoi ça sert tout ça. On nous dit qu'on combat pour la paix, mais enfin quand on voit le truc. Et puis euh, j'ai rencontré un vieux monsieur, un espèce c'était un type assez drôle qui était là, qui tournait autour des bateaux, qui posait des questions. Et un jour, je vais vers lui, je dis, mais monsieur, qu'est-ce qui vous intéresse? Il me dit, ben, j'attendais que quelqu'un vienne. Il me dit, le métier que tu fais, c'est très dur, et j'ai beaucoup de respect pour ce métier-là, mais est-ce que tu te connais vraiment? Et donc, on parle pendant une heure et demie avec ce monsieur, et puis à un moment, il me dit, ben, je vais te livrer un cadeau, qui j'espère sera le cadeau que tu vas garder toute ta vie. C'est une phrase du Mahatma Gandhi qui dit, personne ne peut te blesser sans ta permission. Personne ne peut te blesser sans ta permission. Sur le moment, j'ai reçu ça en disant, oh. Et puis il m'a dit deux mots. Il me dit, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on s'énerve, on s'impatiente, on perd pied, on est maladroit avec les autres? C'est qu'en fait, on ramène tout à soi. Et on en fait une affaire personnelle. Il m'a mal parlé, il ne me respecte pas, comment. Et puis voilà, on est parti. Et donc, cette phrase, pour moi, elle a été un cadeau absolu parce que quelques jours après, je me suis amusé à refaire le film en arrière, le feedback de choses où je m'étais voilà, un peu fâché avec des gens, un peu, et en disant, mais finalement, Olivier, c'est parce que tu ramenais tout à ton petit nombril. Et donc, pour pouvoir manager en toute sérénité, il faut une forme de détachement qui n'est pas du cynisme, qui n'est pas au contraire, mais qui est, je ne ramène pas tout à mon seul regard. J'accepte d'être dérangé. Il faut que la vie me dérange, parce que si la vie me dérange, je suis vraiment en vie. Et si je vais chercher un grand penseur qui s'appelle Teilhard de Chardin, hein, il dit, tu es en vie quand tu es en questionnement et en mouvement. Tu es en danger le jour où tu dis je sais. Et voilà, et c'est ce subtil mélange d'humilité et de sérénité qui fait que je pense que on est capable d'encaisser les coups, parce que plus on prend des responsabilités, plus on a envie d'être leader, plus on essaie d'amener une équipe quelque part, de porter un projet, de le faire réussir, plus on va s'en ramasser plein la tête, hein. Et plus il y aura des contrariétés. C'est Emmanuel Kant qui dit on reconnaît l'intelligence à la capacité de surmonter l'incertitude. Et moi, parfois, je remplace l'incertitude par les contrariétés. Et donc, c'est ce travail qu'il faut faire sur soi. Ma recommandation, c'est un, ne jamais se croire irremplaçable. Deux, s'entourer de gens qui n'auront pas peur de dire les choses. Trois, faire cette réflexion en disant, mais j'arrête de tout ramener à moi et j'essaie de laisser jaillir la vie. Je la prends comme elle vient et je vais chercher des solutions. Et elles seront d'autant plus pertinentes qu'en plus, j'arriverai alors on dit beaucoup aujourd'hui les co-construire, en tout cas à les trouver avec les autres. Hmm. Ouais. Voilà.
En l'occurrence, lors des dernières années, bon, vous avez pu faire de belles rencontres, vous avez pu bon, même jouer dans un James Bond de ce que j'entendais. Euh, Oui, Vous avez pu faire aussi de belles rencontres, notamment, il me semble, avec Nelson Mandela. oui, absolument. J'ai eu la chance parce que c'était le moment où il venait d'être élu en Afrique du Sud, et donc il y avait nos deux pays coopérés, et donc il fallait euh, préparer des accords de coopération, notamment maritime. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer cet homme extraordinaire et son entourage et d'échanger un peu avec lui. Et vraiment, j'ai trouvé, enfin, ouais, c'est une lumière de l'humanité. Et je me souviens, à un moment, un peu naïvement, je lui dis, mais alors, tout ce temps perdu, vous allez le rattraper comment? Il a éclaté de rire en me disant, mais il n'y a pas eu de temps perdu. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, et si aujourd'hui je suis capable de dire que je préfère une nation arc-en-ciel où on va trouver le chemin pour que les Noirs et les Blancs vivent harmonieusement ensemble, j'aurais sans doute pas eu cette idée-là si, alors que j'étais à prison, et notamment à Robben Island, j'avais pas eu des gardiens blancs et des gardiens noirs aussi sots les uns que les autres, ou aussi extraordinaires les uns que les autres. Parce qu'il y avait les deux, me dit-il. Et, et la couleur de peau ne faisait pas qu'il y en avait plus d'un côté ou de l'autre. Et du coup, j'ai compris que l'humanité, elle était bien plus subtile que ça tenait pas à une couleur de peau, à un âge, ou une expérience, ou à un titre, mais bien à des hommes avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs ombres, leurs lumières. Voilà, et donc oui, j'ai trouvé cette rencontre assez extraordinaire. Euh, voilà. Ouais. Bah, vous m'avez devancé justement. Ma question, c'était ce que vous reteniez justement de cet échange-là avec Nelson Mandela. Est-ce qu'il y a une personne ou est-ce que vous avez eu un mentor ou quelqu'un qui vous a particulièrement inspiré tout au long de votre vie? En fait, j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs. Alors, ça a commencé déjà au lycée. C'était mon prof de français qui était un. Il m'a fait adorer la philosophie, et en plus, il était psychologue, et donc il m'a fait adorer, il m'a fait lire Carl Jung. J'ai adoré Carl Jung, et donc j'ai pu faire le lien entre philosophie, psychologie, l'âme humaine. J'ai adoré. Voilà. Et donc, quand j'avais 16 17 ans, ce professeur a marqué ma vie. Voilà. Ensuite, j'ai eu plusieurs patrons dans la marine qui m'ont inspiré parce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Parce que c'est ça qui est intéressant du coup. Ils avaient en commun une qualité que je considère très rare et très importante, magique même, c'est l'humour. L'humour comme un subtil mélange d'humilité et d'amour. C'était des gens très importants, avec des hautes responsabilités, mais qui étaient extrêmement humbles, et dont on sentait qu'ils aimaient la vie, qu'ils aimaient les gens. Et à leur contact, on se sentait à la fois petit et grand. À leur contact, on se sentait à la fois important et pas si important que ça. Et ils vous donnaient envie d'avoir envie, comme dit la chanson de Mm. Johnny, parce que leur exemple était magnifique. Et voilà, j'ai eu quelques commandants de bateaux comme ça, j'ai eu des amiraux avec qui j'ai travaillé. Euh, et donc, voilà, leur trait commun, leur point commun, leur trait de caractère commun, c'est l'humour. Mm. Humble et aimant. Et donc, j'aime bien Vous parliez tout à l'heure, Jacques, d'équilibre. Je pense que euh, trop souvent, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'art de l'équilibre. Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin d'écrire ce livre? C'est que j'en avais assez d'entendre dire que l'équilibre, c'est pour les mous, pas, les gens qui n'ont pas de caractère. Et dans le monde de l'entreprise, on a une fâcheuse tendance à mettre en avant les gens trop exubérants. Il faut bien sûr un peu de folie, un peu de tout ça. Mais au bout du bout, pour que le projet réussisse vraiment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en disant il faut un cadre pour la liberté. Oui, qu'on le veuille ou non, c'est pas en blessant des gens et en forçant les choses et en bousculant tout qu'on va forcément réussir. Mm. Ça peut marcher un temps, mais tous ceux et toutes celles à qui on aura fait du mal, y compris la nature d'ailleurs, hein, qui se rappelle un bon souvenir, eh ben, à un moment, ça ne sera plus en équilibre. Et donc, comment on fait avec énormément de volonté
comment on met les choses en mouvement, on fait avancer, on bouge, on s'adapte, tout en cherchant en permanence ce subtil équilibre qui fait que il n'y aura pas, il y aura pas d'offense en quelque sorte ou de blessure grave tant à la nature qu'aux humains. Le général Sun Tzu, qui a écrit L'art de la guerre, a une jolie formule. Il dit ne mets jamais ton ennemi dans une situation de fermeture totale. Laisse toujours une possibilité de sortir. Et si je ramenais ça au monde du jeu, je dirais, moi, je n'aime pas trop le jeu d'échecs parce que c'est échecs et maths, et puis voilà. J'adore le jeu de Go parce que c'est jamais fini. Et que ça laisse toujours une chance à la vie. Voilà. Et donc, c'est ça ma philosophie. Je l'ai développée et les gens qui m'ont marqué, ben, ils avaient cette philosophie-là. Ils ne cherchaient pas à faire échecs et maths. En revanche, ils cherchaient à faire avancer des beaux projets en mobilisant le maximum de talent et en donnant à chacun la possibilité de se réaliser, de grandir. Et ça, c'est beau. Complètement. L'entreprise est une belle aventure humaine dans ce cas-là. Ouais, exactement. Bon, on arrive déjà à la fin, malheureusement. J'ai une question par laquelle j'aime terminer à chaque fois ces interviews. Quel conseil est-ce que vous donneriez à la personne que vous étiez il y a 10 ans? À la personne que j'étais il y a 10 ans, ben, il y a 10 ans, j'étais l'amiral 4 étoiles DRH de la marine, puisque j'avais 57 ans. Euh, le conseil que je donnerais, c'est euh, continue à rester le petit Olivier. C'est-à-dire aussi haut qu'on soit arrivé, bardé de reconnaissance, de récompenses, voilà. C'est vrai que voilà, une fois qu'on est en uniforme, il y a les étoiles, il y a les dorures, il y a les décorations, il y a tout ça. Il y a le titre, il y a la fonction, il y a les gens qui sont voilà, éminemment respectueux pour certains de ça, puis qui se disent c'est le DRH, il a droit de vie et de mort, etc., etc. Et cetera. Et donc, à l'époque, sans m'en rendre compte, j'ai peut-être parfois été tellement dans le costume, dans le truc où il fallait prendre des décisions, il fallait décider, qu'on finit par se laisser un peu prendre par, voilà, on côtoie que le haut du panier, on regarde tout d'en haut. Et j'avais beaucoup de mal, je me forçais, hein, et je crois y être arrivé tant bien que mal, mais à me dégager du temps pour retourner, voilà, naviguer 2 jours avec les marins, voilà. Euh, et quelque part, je me dis, ben, tu t'étais fait quand même prendre. Voilà, j'avais plus l'emploi du temps. C'était mon chef de cabinet, un capitaine de corvette, donc un commandant qui faisait mon emploi du temps 3 mois à l'avance. Enfin, c'était plein tout le temps, quoi. C'était des journées de 12, 13, 14 heures parfois. Enfin, c'était. Et puis, on côtoyait. Voilà, on avait j'avais délégation de signature du ministre, quoi. Donc, j'étais directeur d'administration centrale, comme on dit dans la haute fonction publique. Euh, Au bout des doigts, il y avait pas loin de 2 milliards d'euros de budget dont j'avais la responsabilité. Voilà. Donc on finit par être porté. C'est tellement énorme qu'on oublie d'être le petit bonhomme. Et que du coup, on se met en risque de regarder tellement par en haut qu'on peut oublier les choses simples de la vie. Voilà. Et donc, heureusement, il y avait de temps en temps Sylvie qui me ramenait sur Terre. Et puis des amis qui éclataient de rire quand ils me disaient mais tu étais en train de faire ce que De Gaulle appelait du volapük. Le volapük, c'est ce langage où on finit même plus par comprendre. Vous savez, je fais de la GPEG, du machin, du truc. Là, on finit par parler tel un techno DRH. Puis on regarde les gens, vous regardez, et puis ils éclatent de rire. Non, bon, et tu sais quoi, j'ai pris 10% de ce que tu m'as dit parce que ton truc, là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et ben, c'est ça qu'il faut avoir. Les grands souverains avaient le fou du roi, hein, ces personnages qui vont vous ramener de temps en temps à terre. Voilà, et donc à l'homme d'il y a 10 ans, je dis, bah, tu vois, tu t'es quand même laissé de temps en temps, malgré toute ta volonté d'être le petit Olivier, bah, de temps en temps, voilà, t'as été enfermé dans le rôle. Passionnant. Bah, un grand merci en tout cas, Amiral, pour votre temps, pour tous ces bons conseils. Et puis, bah, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.
Merci beaucoup, Jacques. Très belle soirée. Et puis, au plaisir de se revoir. Merci.